Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis en fait tout à fait ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition d'Indice, votre fenêtre sur le monde de l'économie égyptienne, sur le monde des chiffres. En fait, aujourd'hui, nous allons vous proposer une question très importante. Quel est l'impact de la crise bancaire américaine et européenne sur l'économie égyptienne du point de vue de l'afflux des investissements directs envers l'Égypte, le taux de change de livre égyptienne, les décisions attendues de la part de la Banque centrale égyptienne, mais aussi comment ça va affecter bien sûr les autres indices de l'économie égyptienne. Donc nous allons aujourd'hui beaucoup de discussions à propos des indices de la banque, des indices de l'économie égyptienne en foi, ou plutôt au fond de toile, la crise bancaire qui frappe l'Amérique et l'Europe. Justement, pour répondre à de telles questions, pour éclaircir de tels points, nous allons dans quelques moments avoir un entretien téléphonique avec notre grand analyste politique et économique, M. Jean Messeha, qui va nous parler depuis la France. Monsieur Jean Messeha, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur et merci beaucoup pour nous rejoindre à travers la ligne de NAL TV International. Très rapidement, permettez-moi de vous poser cette question. Comment tout d'abord vous trouvez l'impact de la crise, non seulement cette fois-ci économique, mais plutôt la crise bancaire qui frappe l'Europe et l'Amérique sur l'ensemble de l'économie mondiale? Après ça, votre lecture concernant l'impact de cette crise sur l'économie égyptienne? Écoutez, je pense qu'il est un petit peu trop tôt pour parler de crise au sens propre du terme. Alors, il y a eu effectivement la faillite de la Silicon Valley Bank, la SVB, aux États-Unis, qui montre d'ailleurs que la régulation du secteur bancaire américain a échoué, alors qu'on aurait pu penser que toutes les mesures qui ont été prises après la crise financière de 2008 avaient au contraire consolidé le secteur bancaire américain. On voit avec cette faillite qu'il reste encore des progrès à accomplir. Alors il faut rappeler en fait que Donald Trump, pour redynamiser le secteur bancaire américain, avait relevé le seuil de surveillance des banques et de leurs actifs de 50 milliards de dollars, le faisant passer à 250. Et c'est ça qui a fait que la SVB Bank, qui est quand même une petite banque à l'échelle américaine, est passée sous les radars et ses activités n'ont pas pu être surveillées et régulées comme une plus grande banque. Donc on comprend que tout le monde croit qu'il y a une crise financière et une crise bancaire, parce qu'évidemment la faillite de la SVB éveille le souvenir de Lehman Brothers en 2008, qui avait été le coup d'envoi de cette espèce d'effet de domino bancaire qui s'est propagé à travers toute la planète, qu'on a appelé la grande crise des subprimes et la grande crise financière. Je crois que comparaison n'est pas raison. Certes, il y a une faillite bancaire. D'abord, les États-Unis, en tout cas la Banque centrale américaine, est intervenue en catastrophe pour injecter des centaines de milliards d'euros et éviter justement l'effet domino. Elle est intervenue également pour rembourser tous les déposants qui ne pouvaient pas, ces derniers jours, retirer leurs dépôts, pour les autoriser à le faire. Donc voilà, je pense que la chose est circonscrite. Maintenant, c'est vrai que la hausse globale des taux d'intérêt mondiaux, dont le coup d'envoi a été donné par la Banque fédérale américaine, c'est évidemment un facteur de risque pour des banques effectivement qui s'étaient endettées à des taux d'intérêt très faibles, avec des taux d'intérêt variables. C'est un peu ce qui s'est passé dans la crise des subprimes en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque de la crise des subprimes, les agents privés, les ménages, s'étaient endettés à des faibles taux d'intérêt, et le problème c'est qu'une fois que les taux d'intérêt ont augmenté avec des taux variables, ils se sont trouvés dans l'incapacité de rembourser leur emprunt. En fait, il se passe exactement la même chose aujourd'hui, mais avec les banques. Parce que les banques avaient emprunté des liquidités dans un contexte où le taux d'intérêt était très faible, mais beaucoup avaient emprunté à taux d'intérêt variable, ce qui fait que lorsque le taux d'intérêt augmente, eh bien, leur emprunt s'ajuste en quelque sorte. Et donc, elles se trouvent
face à des difficultés de remboursement. Donc, M. Jean Messerha, à quel point vous trouvez que les États-Unis ou la Fed américaine a tiré sur les pieds quand il a essayé toujours de lever le taux d'intérêt principal? Et quand même, mardi dernier, avant le déclenchement de ce manque de crise bancaire au niveau américain, mais aussi européen, on trouve que Jérôme Powell, le président de la Réserve fédérale américaine, a été auditionné devant une commission au Sénat et il a dit que la Fed va durcir le ton et anticipe une hausse de son taux supérieur à 5,1%. Donc, avec ce qui se passait au niveau de Silicon Valley Bank, est-ce que, d'après votre prévision, il y aura une sorte d'apaiser les marchés boursiers, les marchés bancaires dans la prochaine avenir? Et comment ça va affecter l'afflux des investissements directs vers l'Égypte? Alors, pour répondre à la première partie de votre question, je pense que les autorités américaines, face à la faillite de la SVB, ont eu la réaction qu'il fallait. C'est-à-dire qu'ils ont adopté une sorte de quoi qu'il en coûte à l'américaine, où ils ont éteint l'incendie qui menaçait d'embraser tout le système financier et bancaire américain, et au-delà le système bancaire et financier mondial, puisque vous savez que les banques mondiales et le système financier mondial sont interconnectés. Donc ça, la Fed a eu raison de sortir le bazooka monétaire immédiatement pour renflouer la SVB. Maintenant, si vous voulez, le problème, c'est que nous avons une inflation mondiale qu'il n'est pas possible de contester. Ça serait trop long de dire les raisons de cette inflation mondiale, mais c'est vrai qu'une partie de cette inflation mondiale provient des bulles financières créées par une période d'argent facile qui a duré 10 ans et où les taux d'intérêt étaient négatifs. Donc l'économie a accumulé de très grands volumes de liquidités qui maintenant sont en train d'arriver dans l'économie réelle et qui provoquent l'inflation. Donc la seule manière de lutter contre cette inflation et de refroidir en quelque sorte la spirale inflationniste, c'est d'augmenter des taux d'intérêt directeurs. Mais le problème, c'est qu'il y a un effet nocif de l'augmentation de ces taux d'intérêt directeurs qui est encore une fois indispensable pour lutter contre l'inflation. Le revers de cette augmentation, c'est de créer des fragilités dans certaines banques auxquelles on n'avait pas appliqué les régulations bancaires issues de la crise de 2008 et en particulier les accords de Bâle II. Donc vous voyez, il faut d'un côté augmenter les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, mais le problème c'est qu'en augmentant les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, vous fragilisez les banques qui sont passées sous le radar de la régulation de Bâle II. Oui, donc la deuxième réponse concernant l'impact de ça sur que ce soit l'afflux des investissements directs vers l'Égypte. Et deuxièmement, c'est votre prévision concernant la hausse ou la baisse ou le maintien de taux d'intérêt général de la Banque centrale égyptienne dans sa prochaine réunion fin de mars, je crois. Le problème, si vous voulez, c'est que l'Égypte, comme vous le savez, est située dans la zone dollar. Donc évidemment, tout ce qui se passe à la fois sur la monnaie américaine et sur le secteur bancaire américain a un impact sur l'économie égyptienne. Maintenant, il ne faut pas surestimer cet impact. D'abord parce que, encore une fois, l'incendie bancaire est quand même relativement circonscrit aux États-Unis. Et je crois que la Banque centrale américaine a bien tiré les leçons de la crise de 2008 et aujourd'hui, elle a une réaction beaucoup plus proactive et beaucoup plus rapide pour éteindre l'incendie avant qu'il ne se propage. Donc l'Égypte étant quand même, même si elle est dans la zone dollar, étant quand même dans un troisième ou quatrième cercle concentrique de l'influence américaine,
elle reste quand même une économie assez isolée, si vous voulez, des chocs asymétriques qui peuvent frapper et la zone dollar et l'économie mondiale de manière générale. Après, si vous voulez, ce qui se passe, c'est qu'il faut que la Banque centrale égyptienne, pour le coup, surveille très attentivement ce qui se passe au niveau de la Fed, ce qu'elle fait déjà probablement, et suive en quelque sorte les mouvements de la Fed, mais tout en ayant dans sa ligne de mire l'économie égyptienne. Parce que ce qui est bon pour l'économie américaine n'est pas nécessairement bon pour l'économie égyptienne. L'économie égyptienne aujourd'hui, on sait que la livre égyptienne, par exemple, a perdu près de 30% par rapport au dollar en un an. On est passé c'est ça. Un troisième point. On va bien sûr arriver à ce point, l'impact de ça sur la livre égyptienne. Mais justement, donc d'après vous, concernant l'afflux des investissements directs, après ce manque de confiance envers les banques européennes et les banques américaines, ça va impacter positivement ou négativement l'économie égyptienne. Et ça, comment, encore une fois, impacter la hausse ou la baisse, le maintien de taux d'intérêt général de la Banque centrale égyptienne? Ben, moi, je pense que, si vous voulez, c'est très compliqué d'avoir une analyse générale sur ce que sont les investissements étrangers en Égypte. Je pense qu'effectivement, l'investissement étranger américain et même l'investissement étranger européen, ils ne vont pas être impactés positivement par l'évolution de la situation. Tout au plus, il n'y aura pas d'impact, parce qu'encore une fois, pour l'instant, pour qu'il y ait un impact, si vous voulez, il faut que la crise générée par la chute d'une banque se propage à travers la chute d'autres banques et dure dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a... Mais monsieur Jean-Monsieur, à chaque moment, on découvre, on découvert qu'il y a une chute dans une certaine banque. Par exemple, hier, le mercredi, on a annoncé qu'il y avait une crise au sein de, je crois, Crédit Suisse ou quelque chose comme ça. Crédit Suisse, oui. Crédit Suisse, oui. Donc, au niveau européen, ça a impacté négativement les bourses européennes. Oui, tout à fait. Mais je ne veux pas dire... Attendez, attention, ne me faites pas dire que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas d'impact. J'ai dit que pour l'instant, l'impact était localisé. Et puisque vous prenez l'exemple du Crédit Suisse, ça c'est un exemple emblématique. C'est-à-dire qu'effectivement, le Crédit Suisse, qui est une grande banque de la Confédération helvétique, a eu le même problème que la SVB, c'est-à-dire que se sont pris la hausse du taux d'intérêt qui a fragilisé leur bilan. Mais vous vous rendez bien compte également là que la Banque centrale suisse a immédiatement sorti 56 milliards, l'équivalent de 56 milliards d'euros pour éteindre l'incendie et recapitaliser le Crédit Suisse. Donc en fait, la différence entre ce que nous vivons aujourd'hui et ce que l'économie mondiale a vécu en 2008, c'est que ce que l'économie mondiale a vécu en 2008 était à la fois beaucoup plus important dans son ampleur, avec des banques centrales qui n'avaient pas encore compris que la rapidité de la réaction était nécessaire pour colmater la brèche. Aujourd'hui, nous avons des banques moins importantes que Lehman Brothers qui font faillite, et nous avons des banques centrales qui réagissent immédiatement en sortant le bazooka monétaire pour immédiatement circonscrire le problème et l'étouffer. Ouais. Donc voilà, je pense que la situation n'est pas la même, et donc les canaux de transmission de la crise financière depuis la faillite d'une banque au reste du système bancaire et partant au reste de l'économie mondiale sont aujourd'hui, à mon avis, plus limités. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas existants, mais ils sont plus limités. Oui. Autre question, c'est le taux de change de la livre égyptienne face au dollar à la lumière de ces dernières évolutions. Votre prévision, ça sera un recul de dollar face à la livre égyptienne, le maintien de dollar à ces niveaux face à la livre égyptienne, une hausse. Quelle est votre prévision? Moi, je pense que la livre égyptienne, elle aura du mal à tenir face au dollar, et qu'il va certainement y avoir une poursuite de la dépréciation. La seule manière, c'est qu'effectivement, la Banque centrale égyptienne relève ses taux. On avait vu que jusqu'à l'année dernière,
et c'était une bonne nouvelle pour l'économie égyptienne. Il y a eu un reflux constant des taux d'intérêt égyptiens qui était même descendu en deçà de 10% sur les taux obligataires, ce qui était une excellente nouvelle et qui permettait de faire passer l'Égypte d'un pays de rente à un pays d'investissement. Le problème, si vous voulez, c'est que si les taux d'intérêt augmentent, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si les taux d'intérêt augmentent, les agents économiques qui disposent d'une épargne vont préférer investir dans des produits d'épargne hautement rémunérés et sans risque, presque, que de les investir dans l'économie. C'est toujours le même dilemme. Après, si vous voulez, il y a aussi une composante politique qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'on sait très bien que les pays du Golfe sont très attachés à la stabilité politique, économique et sociale égyptienne. Ouais. Et donc, effectivement, ils risquent, dans un contexte où l'économie égyptienne traverse une mauvaise passe, qui plus est une passe conjoncturelle, puisque ce n'est pas quelque chose qui normalement est voué à durer, il est fort possible que du coup les pays du Golfe, et en particulier l'Arabie Saoudite et les Émirats, mettent la main à la poche pour assurer à l'Égypte une sorte de bouclier financier lui permettant de passer l'orage. Oui, oui. Comment vous observez le mécanisme de la proposition des actions de 32 compagnies égyptiennes à la bourse égyptienne? Bien sûr, ce sont des compagnies possédées par l'État égyptien. Jusqu'à maintenant, ils ne sont pas vendus sur la bourse égyptienne. Pourquoi, selon votre point de vue? Parce que moi je pense que c'était des comment dirais-je, des produits que l'État égyptien gardait justement pour faire face à une crise de liquidité. Donc c'est exactement comme un ménage, comme une famille qui aurait des bijoux de famille et qui, lorsque les temps sont difficiles, elle les garde pour les vendre au moment où elle en a besoin. Donc l'État égyptien, il fonctionne avec ses 32 entreprises exactement comme une famille, ces entreprises étant un petit peu les bijoux de famille, si vous voulez. Donc moi, je suis persuadé que tout n'a pas vocation à être public. Je crois que l'Égypte vit encore, et heureusement c'est en train de s'arrêter, sur une sorte d'économie post-nassérienne ou post-soviétique qui consiste à croire que lorsque les entreprises sont aux mains de l'État, elles sont plus efficaces. C'est vrai pour un certain nombre d'entreprises, notamment les entreprises de tout ce qui concerne les grandes entreprises. À quel point, ouais, Monsieur Jean Moussera, à quel point vous trouvez que le recul de la livre égyptienne profite à ces propositions de ces compagnies égyptiennes à la bourse égyptienne? C'est-à-dire que ça peut, le fait que la livre soit dépréciée à la fois par rapport au dollar et par rapport à l'euro, ça peut créer des opportunités, si vous voulez, pour des investisseurs étrangers, qui du coup verraient leur investissement amoindri par la dévaluation, enfin la valeur de leur investissement amoindrie par une perte de valeur de la monnaie égyptienne par rapport à leur monnaie de référence. Donc ça peut être un mécanisme qui joue. Maintenant, le problème, c'est que ça, c'est le raisonnement à très court terme. Après, à moyen terme, reste à savoir comment va évoluer la livre. Parce que si la livre continue à se déprécier et que ces mêmes investisseurs ont un jour à rapatrier leur investissement depuis l'Égypte en reconvertissant les livres égyptiennes dans leur monnaie d'origine, il ne faudrait pas que la livre égyptienne ait dégringolé de 10 ou 20%, parce que ça signifierait que là, c'est une perte sèche pour eux. Donc il y a effectivement pour l'instant une sorte d'attentisme des investisseurs qui étudient en fait les perspectives d'évolution à la fois du taux de change, mais aussi du taux d'intérêt servi par la livre. Parce que en fait, quand un investisseur étranger, ça c'est un mécanisme qu'il faut comprendre, si un investisseur étranger qui a 100 euros investi en Égypte avec une livre égyptienne qui vaut 30 livres, donc les 100 euros, ça sera 300 livres. D'accord ? S'il place les 300 livres à 10%, eh bien, il va gagner au bout d'un an 330 livres. Si entre-temps, la livre égyptienne s'est dépréciée de 15%, ça veut dire qu'il récupère moins que ces 100 euros initialement investis en euros. Vous comprenez ? Donc, ça nécessite quand même un travail d'anticipation probabiliste et un travail actuariel
qui est d'autant plus complexe que l'évolution des différents fondamentaux de l'économie, à savoir le taux de change et le taux d'intérêt, sont rapides et imprévisibles, et spéculatifs, on va dire. Oui, dans presque 30 secondes et très rapidement, l'Égypte a augmenté la semaine dernière le prix de l'essence dans un contexte d'inflation galopante bien sûr. Et en même temps, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a annoncé la hausse des salaires des fonctionnaires égyptiens. L'impact de ça au niveau de l'inflation et au niveau socio-économique de l'Égypte. Je pense que le maintien du prix de l'essence de manière administrée à un niveau qui est beaucoup plus faible que le coût est budgétairement suicidaire. Ouais. Parce que pour le budget de l'État, il ne peut pas supporter, si vous voulez, des prix qui soient aidés sur le long terme avec une amplification de l'aide à apporter dans un contexte inflationniste. Ouais. Donc de toute façon, c'est une hausse qui est nécessaire. Maintenant, le président égyptien a bien réagi en augmentant le salaire, parce que qui dit augmentation du salaire dit aussi augmentation du pouvoir d'achat, ou en tout cas dit que le pouvoir d'achat baissera moins que dans un contexte d'inflation où les salaires ne seraient pas ajustés. Ouais. Le problème, c'est qu'il faut faire attention à ce que l'augmentation des salaires n'alimente pas en retour l'augmentation de l'inflation. Oui. Monsieur. Donc, voilà. Après, il faut avoir un œil très, très attentif sur le social, qui est très important en Égypte. Monsieur Jean Messeha, je dois vous remercier vraiment infiniment pour de telles analyses très profondes, très précieuses, de telles analyses bien étudiées de votre part. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour de tels éclaircissements, pour votre explication quand même et les prévisions que vous avez proposées concernant les indices de l'économie égyptienne dans la prochaine période. C'est pourquoi, encore une fois, permettez-moi de vous remercier infiniment. C'est pareillement à vous, chers téléspectateurs. Merci et à la prochaine.